Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver puisque on va tout simplement parler de ma série préférée. Voilà, c'est dit, il n'y a pas de débat là-dessus, ma série préférée. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la série Stranger Things. Alors, oui, je suis pas un expert des séries, j'en ai pas vu beaucoup, j'ai pas vu les grosses séries, mais je pense que ça changera pas vraiment mon jugement et que ça restera toujours l'une de mes séries préférées dans tous les cas. Et ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est pourquoi en fait ça marche autant. Parce qu'il n'y a même pas que les ados, les jeunes adultes qui aiment cette série, c'est vraiment tout type de personnes qui aiment Stranger Things et je me suis posé la question et je vais vous expliquer pourquoi c'est juste un carton. Et puis pour ceux qui n'ont jamais vu Stranger Things, je vais vous donner plusieurs raisons de vous plonger dans cette série. Donc Stranger Things, c'est parti. Avant de commencer à rentrer dans les arguments, déjà je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me donner en commentaire votre rapport avec Stranger Things. Et on va résumer rapidement la série pour ceux qui ne connaissent pas. Stranger Things, ça se déroule en 1983 dans une petite ville qui s'appelle Hawkins, dans l'Indiana, aux États-Unis. Et on commence avec 3 gamins. Ils sont 4. Merde. Et on commence avec 4 gamins. Lucas Sinclair, Will Byers, Dustin Henderson et Mac Wheeler. Au tout début, on est dans la cave de ce dernier et les 4 garçons jouent à un jeu de rôle qui s'appelle Donjons et Dragons. Normalement, ça vous dit quelque chose puisque le film Donjons et Dragons est sorti cette année au cinéma. La vidéo est juste ici. Donc ils ont joué toute la journée, ils sont contents, mais à un moment, il est 20h, donc t'es gentil mais tu rentres chez toi, demain il y a école. Ils prennent leur vélo, chacun chez soi, tout ça, sauf qu'il y en a un qui arrive jamais à destination et c'est Will Byers, qui disparaît dans des conditions totalement étranges et mystérieuses dans la forêt. Suite à cela, pas mal de gens se mettent à le rechercher. Déjà, logiquement, sa famille quand même, son frère Jonathan et sa mère Joyce, la police dont leur chef Jim Hopper et les potes de Will. Ces derniers n'ont pas vraiment froid aux yeux et ils rentrent dans la forêt directement comme ça alors que leur pote a quand même disparu à quelques mètres d'ici. Et en s'enfonçant dans la forêt, ils tombent sur un gamin. On pourrait croire que c'est Will, mais en fait c'est pas du tout Will, c'est une fille. Une fille qui s'appelle 11. Et 11, elle est particulière, puisque elle a des pouvoirs, genre télékinésie, enfin des bails comme ça, tu vois. Et donc à partir de là va commencer une quête pour retrouver Will, qui plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que c'est vraiment très étrange comme disparition. Alors sur le papier, on peut se dire, en fait c'est une histoire assez banale, un enfant a été enlevé, on essaie de le retrouver. Terminé. Alors, pourquoi ça fonctionne autant finalement? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Et la première, pour moi, c'est le casting. Le casting que je décris comme étant multigénérationnel. Si vous avez suivi un petit peu le résumé, donc on a des enfants. Quand je dis enfants, c'est des pré-ados / ados. Tu vois, ils ont, on va dire, 12-13 ans la première saison et puis après, ils grandissent au fur et à mesure. Donc nous avons Mike Wheeler interprété par Finn Wolfhard, Dustin qui est joué par Gaten Matarazzo. Nous avons Lucas Sinclair qui est joué par Caleb McLaughlin et Will Byers joué par Noah Schnapp. Et puis pour le côté féminin, 11 est joué par Millie Bobby Brown et en saison 2, on a l'arrivée de Sadie Sink qui va jouer le personnage de Max. Donc vous voyez, on a pas mal d'enfants pré-ados / ados, mais on a également des jeunes adultes. Comme je vous l'ai dit dans le résumé, le frère de Will, Jonathan, qui est joué par Charlie Eaton. On a également la sœur de Mike, que j'ai pas mentionné dans le résumé, mais elle est présente. Et c'est Natalia Dyer qui va jouer ce personnage qui s'appelle Nancy. Et nous avons pour moi ce qui est le GOAT de cette série, qui s'appelle Steve Harrington, joué par Joe Keery. Et puis nous avons également des adultes, mais qui ont plutôt 40-50, des parents tout simplement. Que ça soit donc Jim Hopper, joué par David Harbour, ou encore Joss Byers, qui n'est joué par nul autre que Winona Ryder. Pour ceux qui ne connaissent pas Winona Ryder, 2 films dans lesquels elle a joué qui sont connus, Beetlejuice et Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. C'est des noms qui sont pas anodins dans le monde du cinéma. Donc vous voyez, dans ce casting, on a vraiment de toute génération. Des enfants, pré-ados, ados, tu vois encore, des jeunes adultes et également des quarantenaires, cinquantenaires, etc. Et en fait, c'est ça qui va permettre à cette série de toucher un
public vraiment très large. Pourquoi? Parce que chaque personne qui va regarder cette série, qui est donc compris dans cette tranche d'âge, va pouvoir s'identifier à au moins l'un des personnages. Surtout qu'on a une bonne variété de personnes dans chaque génération. Tu vois, du coup, tu vas toujours pouvoir t'identifier plus ou moins à l'un d'eux et ce qui va te permettre de te plonger dans cette série. Voilà, donc le casting pour moi c'est le premier point. Et le second point, c'est que l'on passe par tous les registres. Je sais pas, vous voulez de l'enquête, vous voulez de l'aventure, vous aimez le fantastique, le drame, les relations amoureuses ou même l'horreur, et ben c'est même pas une blague. Tous ces registres sont compris dans cette série. Et pour vous dire, c'est vraiment très rare que tous ces registres se retrouvent dans un seul et même projet. Je vous jure, au début, on est vraiment dans la partie un peu fantastique et mystérieuse de Stranger Things, et puis plus on avance dans les saisons, dans les épisodes, et plus on se dirige vers un côté horreur. Et pour ceux qui ont vu la saison 4, ils savent vraiment de quoi je parle, parce que si cette saison 4 n'est pas qualifiée comme étant horrifique, on est vraiment à limite, parce qu'il y a vraiment des scènes qui font plus flipper que certains films d'horreur. Et puis en parallèle, on a toujours ce côté enquête, aventure, découvrir ce qui se passe, ce côté paranormal finalement, et ces intrigues amoureuses qui font office de bons fils secondaires. Comme quoi, dans cette série, en plus d'un casting très varié, il y en a vraiment pour tous les goûts. D'où le fait qu'on puisse viser un public encore plus large. Et c'est ça qui est très fort avec cette série, et je pense que c'est ça qui m'attire. En même temps, bon, on va dire je suis dans la tranche d'âge qui regarde beaucoup de séries, mais ouais, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Parce que la plupart des personnes qui m'ont conseillé cette série, finalement, c'était pas forcément des ados ou des jeunes adultes, tu vois. Il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient autour 35, 40, 50 ans, tu vois, qui m'ont dit faut que tu regardes cette série, elle est vraiment géniale et tout, je te la conseille vivement. Et en fait, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, mais c'est étonnant parce que les séries, enfin, ce nouveau format de série qui dure 8-9 épisodes, c'est relativement nouveau, c'est relativement récent, et je suis agréablement surpris que Stranger Things ait réussi à toucher cette génération-là, quoi. Et en fait, je pense avoir compris comment ils ont fait. Et ça passe par le troisième point qui est donc les années 80. Puisque je vous l'ai dit au début, cette histoire elle se passe dans les années 1983. Les années 1983, c'est fantastique. Les années 80, en 1983, et plus on avance dans l'histoire, évidemment, plus on avance dans l'année, donc 84, 85, et je crois même qu'on est en 86 dans la saison 4, pas sûr de cette info, mais on reste toujours dans les années 80. Et là où ils ont été forts déjà, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans une caricature des années 80, ce qui pourrait être facile à faire parce qu'il y a quand même des clichés qui ressortent de ces années-là. Non, on est resté vraiment dans quelque chose très réaliste, et en fait c'est ce qui a, à mon sens, fait plonger les spectateurs donc, de cette génération de quarantenaires-cinquantenaires dans la série. C'est qu'il y a ce côté nostalgique qu'ils ont connu en vrai en fait. Je vous jure, il y a des épisodes que j'ai regardés avec mes parents et qui disaient « Oh mais ça je connais, ah ça je me souviens, ah oui ça me dit un truc de ouf et tout ». Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai fait « Ils sont forts quand même ». Parce que quand tu as ce genre de réflexion devant une série, en fait, c'est que t'as attrapé, tu plonges avec, tout simplement. Et puis, on pourrait penser quand même que rentrer dans les années 80, ça pourrait faire décrocher les jeunes, et en fait, pas forcément tant que ça, puisqu'il y a certaines choses des années 80 qui reviennent à la mode de temps à autre. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, je sais même pas si c'est encore d'actualité ça, mais pas plus tard que l'année dernière, à la Fnac, ils avaient remis des vinyles en rayon, simplement parce que les vinyles c'était revenu totalement à la mode, comme dans les années 80 justement. Parce que la nouvelle génération est attirée par ça, que c'est intéressant, ça a quelque chose de passé qui est intriguant, donc c'est cool. Et un autre truc qui est vraiment très très fort, c'est qu'il faut pas oublier que cette série est américaine et que dans les années 80, les États-Unis ont une histoire vraiment très riche et forte. Puisque bon, sortez vos cours de 3e, qu'est-ce qui se passe dans les années 80 aux États-Unis? 3, 2, 1, la guerre froide, exactement. On y fait référence dans la première et la deuxième saison, sans trop en parler, mais on parle vite fait d'espions russes, comme ça, c'est genre, on glisse un peu ce message-là. Et dans la saison 3 et la saison 4, ce conflit est au centre de l'intrigue. Et ça, c'est juste génial. D'avoir utilisé la guerre froide comme ça, les années 80 de cette manière, mais c'était juste trop bien en fait. C'était vraiment trop bien. Mais au-delà du contexte, de l'environnement dans lequel évoluent ces personnages, il faut quand même dire que
peut-être le point principal qui fait que cette série fonctionne, c'est sa réalisation. Et là, on peut que tirer notre chapeau aux frères Duffers, les réalisateurs de cette série. Déjà, un truc, je crois vous l'avoir déjà dit sur la chaîne, quand on a vraiment toutes les informations dès le premier épisode, j'ai l'impression que c'est quand même synonyme du mode série, quoi. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans The Last of Us. On peut prendre d'autres exemples si vous voulez. Prison Break, ça avait très bien marché également. House of Dragon, et puis un peu moins connu, mais ça reprend ça aussi, c'est Prodigal Son, une série que j'avais trouvée géniale. Je vous la conseille vivement si vous ne l'avez pas vue, parce que c'est très sympa. Mais voilà, en un épisode, on a les personnages, l'environnement dans lequel ils évoluent, lieu, date, contexte. On a également l'intrigue qui est posée directement. On sait ce que ça va être le fil conducteur de la saison. Et à côté, en plus de ça, là c'est vraiment ça sur les 4 saisons, il n'y a vraiment rien de laissé au hasard. Et même encore avec la saison 4, tu comprends des choses des premières saisons. Et c'est juste énorme. Je vous conseille une vidéo, c'est celle de Sofiane qui a fait les détails cachés de Stranger Things. Franchement, allez la voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Un exemple rapidement que je reprends de cette vidéo, pardon Sofiane. Le chouchou de la fille d'Hopper, on va le retrouver et il va faire son chemin tout le long de la série. Il ne sera jamais oublié, jamais laissé au hasard, tout ça. C'est des petits détails que peut-être on va pas se rendre compte, et même c'est sûr qu'on va pas s'en rendre compte s'il l'oublie à un moment. Mais ils y attachent de l'importance parce que ça a une signification quelque part. Et je trouve ça vraiment très beau et ça montre la rigourosité de leur travail, quoi. Et c'est ça que j'admire chez les frères Duffers, c'est leur côté rigoureux, leur côté où vraiment tout a un sens et que les questions qu'on peut se poser à la fin de chaque saison, bah, elles sont répondues à la saison d'après et puis si on s'en repose d'autres, on a une réponse. Et même, il y a des questions qu'on pouvait peut-être se poser à la fin de la saison 1 qu'on répond encore dans la saison 4 et je suis sûr que la saison 5 là-dessus, elle va également nous aider. Et c'est ce que j'adore dans Stranger Things. Et puis après, je pourrais encore passer je sais pas combien de temps à vous parler des décors qui sont magnifiques, des musiques utilisées qui te mettent vraiment dans une ambiance superbe, une ambiance adéquate à chaque fois, et des références pop culture il y en a partout. Je vais vous en citer 2-3, Les Dents de la Mer, ça, Retour vers le futur, enfin, c'est vraiment une infime partie de toutes les références qu'il y a là-bas, et je vous conseille vraiment, si vous aimez la pop culture, vous allez aimer cette série, c'est une certitude. Maintenant, je vais passer en partie spoiler. Donc, s'il y en a que j'ai convaincu d'aller voir cette série, bah, je vous invite vraiment à aller la regarder si vous voulez pas être spoilé. Donc, bah, abonnez-vous directement, mettez un j'aime, commentez, dites-moi encore une fois si ça vous a donné envie de voir cette série et si vous l'avez vue, ce que vous en avez pensé. Nous, on va partir en partie spoiler parce que j'ai encore quelques trucs à dire et j'ai même des théories pour la saison 5 qui devraient arriver l'année prochaine normalement. Donc, c'est parti, on est en partie spoiler. Et pourquoi j'aime autant Stranger Things? Eh ben, ça peut paraître idiot, mais parce que c'est la première série et le premier film, parce que oui, c'est dans le dernier épisode que je me situe, et quand il fait 2h30, on parle de film, hein. C'est donc le premier film qui m'a fait pleurer. Ça m'a pris là, et ouais, une fontaine mon gars, ça coulait tout seul le truc. Pour ceux qui veulent situer, bah, c'est lors de la scène entre Dustin et l'oncle de Eddie, et Dustin il doit annoncer la mort de ce dernier, quoi. Et cette scène elle m'a mis tellement mal. Encore une fois, c'est là où tu vois qu'ils ont été très bons, bah parce qu'ils te mettent dans le mood au fur et à mesure. T'as peur que Max meure, déjà ça te plombe le truc, tu ressens de la tristesse et tout, c'est vraiment mauvais mood, plus la mort d'Eddie, on redescend dans le mood. Et là, à partir du moment, la prestation de Gaten Matarazzo à ce moment-là, franchement, exceptionnelle et tu fonds en larmes. C'était automatique. Et franchement, pour ça, mais vraiment un grand bravo, là, parce que c'était waouh, quoi. Je pense que je m'en souviendrai longtemps de cette scène. D'ailleurs, un avis personnel que j'ai vu qui a été un peu critiqué au moment de la sortie de la saison 4, oui, il n'y a aucun personnage principal qui meurt dans cette série. Honnêtement, d'habitude, je m'en fous. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'ils auraient fait mourir Max. Ça aurait pu être intéressant. Pourquoi ça aurait été intéressant? Bah déjà, de une, on aurait chialé encore plus, hein. Après, on ne sait pas exactement comment elle va. De mon point de vue, on aurait
pu développer vraiment une histoire sombre dans la saison 5 autour de Lucas. Tu vois, parce qu'il est amoureux de Max et de perdre sa copine. Ça aurait pu créer un sentiment de colère. Il aurait pu se renfermer dedans, devenir beaucoup plus sombre comme personnage, développer un esprit de vengeance. Et là-dessus, je pense que ça aurait été vraiment intéressant de voir ça dans la saison 5. Maintenant, encore une fois, je vous l'ai dit, on ne sait pas exactement dans quel état se trouve Max. On sait qu'elle est dans le coma, plâtrée de partout. Mais comment va être développé ce personnage par la suite? Aucune idée. Donc cette théorie n'est pas totalement à mettre à la poubelle parce que si elle s'en sort pas ou si elle a de graves séquelles, on peut quand même développer ce côté-là du personnage de Lucas. Vous en faites ce que vous voulez, en tout cas c'est ici et je pense que ça peut être très intéressant. Eh bien je vous ai parlé de la saison 5. Figurez-vous qu'on est en mai, c'est marqué là, regardez, ici, 22 mai 2023. On devait dans les prochains jours commencer le tournage de cette saison 5. Malheureusement, il y a eu une légère grève des scénaristes à Hollywood, donc ça prend du retard. Mais elle devrait arriver normalement fin 2024 et je pense qu'avec le retard qu'ils prennent, ça peut aller vers début 2025 parce qu'ils vont pas se speeder à la sortir dans les temps. Je pense que les frères Duffers vont plutôt privilégier la qualité plutôt que la deadline, tu vois. Mais on a déjà pas mal d'infos autour de cette saison 5. On sait déjà que les patrons de Netflix ainsi que tous ceux qui ont lu le script de cette saison ont chialé. Donc déjà, ça te met dans le mood qui va nous être proposé. On sait également le titre de l'épisode 1, puisqu'ils nous l'ont passé, il me semble que ça s'appelle Le Rampant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Pour moi, ça me fait penser au monstre dans Code Lyoko. Ouais, je viens de te sortir une ref là qui date bien. Mais mon hypothèse, c'est que c'est un nouveau monstre. On a eu les démogorgons, les démochiens, le flagellaire mental, le monstre araignée dans la saison 3, Vecna. Là, le rampant, pour moi, c'est un nouveau monstre. Voilà, deuxième théorie, je la pose là aussi. Et je vais poser toutes mes théories ici. Vous en faites ce que vous voulez. Et la dernière info, qui est sûrement la plus croustillante de toutes, évidemment, sinon je l'aurais pas dit en dernier, c'est qu'on nous a annoncé que dans les personnages principaux, tout le monde n'allait pas s'en sortir. Alors, j'exclus le cas de Max, parce que il est déjà bien dans la merde, ce personnage est déjà bien dans la merde, donc on va le laisser de côté. Mais je me suis posé la question, qui pourrait y passer? Je vais vous les dire de ce que je considère du moins probable au plus probable. Donc dans ceux qui pourraient probablement mourir, mais que j'y crois pas vraiment, on aurait Hopper. Mais bon, on nous a fait déjà croire à sa mort dans la saison 3, donc refaire ça dans la saison 4, ça ferait un peu réchauffer, donc pas ouf. Le mec a survécu à une explosion d'un réacteur qui emmenait vers le monde à l'envers, à une prison russe et à un démon gorgon. Donc bon, je pense que le mec a déjà survécu à assez de choses pour qu'on puisse considérer qu'il est imbutable. Ensuite, il pourrait choisir 11. Pour moi, ce serait un petit peu la solution de facilité. Un peu comme pour Hopper, on nous a fait déjà croire qu'elle était morte dans la saison 1. À la fin de la saison 1, au final, spoiler, elle ne l'est pas, lol. Mais voilà, pour moi, ce serait la solution de facilité et je pense pas que c'est dans l'habitude des frères Duffers de nous sortir un scénario aussi évident que celui-là. Après, parlons du cas de Mike. Mike, il a été un petit peu plus en retrait dans la saison 4, même s'il est un peu l'élément déclencheur, il est complètement l'élément déclencheur qui fait que 11 arrive à aider Max, finalement. Mais il est un peu mis en retrait et pour moi, je sais pas comment, mais il y a un monde où il se sacrifie pour 11. 11, elle est toujours là à se défendre, à le défendre, à se sacrifier pour lui parce qu'elle a des pouvoirs et qu'elle veut s'en servir parce qu'elle aime Mike. Cependant, là, ça pourrait être intéressant que pour le coup, ce soit l'inverse et que ce soit Mike qui vienne se sacrifier pour elle dans un élan d'amour absolu et pour prouver ses sentiments. Parce que je sais pas si c'est Finn Wolfhard qui le joue bof ou si c'est voulu de la part des scénaristes, mais Mike, je trouve que pour montrer son amour à 11, alors qu'il est censé être fou d'elle, il a du mal à le montrer, tu vois. Donc un événement comme ça, pour tout prouver, ouais, ça me paraîtrait possible.
Ensuite, là, ça commence à devenir vraiment probable, surtout qu'il y a eu des affiches qui ont circulé et tout, qui pouvaient faire penser que, et là, ça commence à me faire chier. C'est la mort de Will. La mort de Will, elle est quand même vachement probable. Pourquoi? Parce que déjà, il a un lien étroit depuis le tout début avec le monde à l'envers, le flagelleur mental, tout ça. Il pourrait se sacrifier pour toute l'équipe ou que pour Mike, puisqu'on apprend que visiblement il aurait des sentiments pour Mike. De la même manière que Mike pourrait le faire pour 11, lui pourrait le faire pour Mike, se sacrifier par amour, quoi. Et puis aussi, il y a ce truc qui est... toute cette série a commencé avec Will Byers. Du coup, elle doit terminer avec Will Byers. Il y a ce petit sentiment de la boucle est bouclée, tu vois. Et ce serait très triste, mais c'est quand même vachement plausible. Mais je pense que tout de même, et là ça va me faire chier, parce que je pense que celui qui est le plus à même de mourir dans la saison 5, c'est mon personnage préféré, c'est Steve. Pourquoi? Déjà parce que ça fait je ne sais combien de temps qu'il essaye de pécho Nancy, et du coup, voilà, se sacrifier pour elle, encore une fois, par preuve d'amour, ça serait totalement logique. C'est pas que Dustin il porte la poisse, mais tous les grands potes de Dustin, ils se mettent à mourir, quoi. Enfin, grands potes, je parle de Dart et Eddie. Il y a ça, il y a le fait que c'est un personnage que tout le monde adore. On a dit que tout le monde avait pleuré devant, du coup, je fais... c'est quand même vachement probable, quoi. Et ils avaient quand même dit qu'à la base, le personnage de Steve, il devait faire qu'une saison. Il devait... À la saison 2, on ne devait pas le revoir, et là, maintenant, ça fait 4 saisons. Une 5e bientôt. Donc il y a un truc qui me fait penser que ouais, c'est quand même vachement possible. Donc voilà, c'était mes théories sur la saison 5 de Stranger Things qui devrait arriver courant l'année prochaine ou début 2025. J'espère plutôt courant l'année prochaine parce que j'ai pas envie d'attendre plus en fait. Après, j'exclus pas qu'il y ait plus de morts que ça, hein. On sait pas. Mais voilà, c'est mes théories. Et c'est également la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je suis très content de vous avoir partagé mon avis sur cette série qui, je rappelle, est ma préférée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à mettre en commentaire et puis à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne, il y en a plein maintenant. Donc je vous invite vraiment à aller voir tout ça. C'était Cinétrip, salut!